Et de 4 pour le tribunal de l'actualité, c'est l'avant-dernière convocation de la semaine, une convocation pour jeter un regard critique sur l'actualité d'ici et d'ailleurs sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. Merci également à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges de siège, Bernard Bougouma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Le système éducatif est un levier fondamental de développement du capital humain et pour ce faire, il doit être adapté aux besoins et aux réalités du moment. C'est la conviction des autorités burkinabées qui ont entamé un processus pour réformer l'école burkinabé. Les assises nationales sur l'éducation sont annoncées pour les 18, 19 et 20 novembre prochains. Quel bilan d'étape peut-on dresser et quels sont les grands axes d'orientation du document de base de ces assises nationales? Pour en parler ce matin et à la barre, nous avons professeur Joseph Paré, ancien ministre de l'Enseignement supérieur. Il est également membre du comité de rédaction du document de base des assises nationales. Bonjour et bienvenue. Bonjour. L'échange avec les juges, ça sera juste après cette première transition, les avant-propos. Nous allons donner la parole au juge Bougouma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Merci. Ce qui a retenu mon attention, c'est la sortie de nos autorités en charge de l'agriculture qui font croire qu'on a un déficit de plus de 55 000 tonnes qui se pointe à l'horizon, compte tenu de ce qui s'est passé pendant cette saison des pluies. Donc, il y a eu des inondations, il y a aussi des poches de sécheresse, alors qu'effectivement, la campagne était très bien partie. Et donc, nos autorités parlent également comme si elles ne savaient pas où se trouve la solution. Parce que ce qu'il nous faut, ce n'est pas de la pluie. Ce qu'il nous faut, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est la maîtrise de l'eau. Parce que si nous allons dépendre de la pluie, ça va être très difficile. Chaque année, il y a une conférence de presse qui est tenue par les autorités qui s'occupent des questions météorologiques également, pour dire qu'on aura une saison installation précoce, fin tardive, ces expressions consacrées, chaque année on l'entend. Et puis on scrute le ciel à chaque arrêt. Et donc, je pense qu'on ne peut pas continuer. Plusieurs pays s'en sont sortis, ils n'ont même pas la pluviométrie du Burkina. En termes de quantité annuelle, ils n'en ont même pas. Mais font mieux que le Burkina et exportent des produits au niveau du Burkina. Nous avons envoyé des ingénieurs, des spécialistes du ministère de l'Agriculture, des ressources animales, aller prendre l'exemple et puis revenir s'asseoir dans le bureau attendant un hypothétique financement de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement ou je ne sais pas moi, pour mettre en œuvre un projet qui va venir aider le monde paysan. Alors que ces cadres supérieurs formés dans nos écoles d'agriculture, qui sont allés pour des stages de perfectionnement. J'en connais certains en Israël, au Rwanda, même aux États-Unis, ont eux-mêmes des bagages pour commencer par eux-mêmes. Les agricultures de certains pays ont pris de l'envol quand des cadres supérieurs de leur trempe ont accepté de retourner à la terre pour apprendre ce qu'ils ont, pour mettre en œuvre, ce qu'ils sont allés apprendre. Au Bénin, à côté, chez le religieux, il y a la grande ferme qui fait des merveilles. Des Burkinabés sont allés à plusieurs reprises. Donc, Salif Diallo a commencé la culture de contre-saison à grande échelle. L'expérience n'a pas été très bien poursuivie ou n'a pas été suffisamment poursuivie. On a tenté l'opération Saga, mais avec les réalités politiques qui étaient également en jeu, la suite aussi on la connaît. C'était déjà un début d'un travail de maîtrise de l'eau. Bon, ce qui a été annoncé hier, c'est 500 forages et autres qui vont être installés. Bon, je me demande quand est-ce que ça va être installé, commencer à avoir de l'eau produite pour pouvoir faire face au risque de déficit alimentaire. Bon, il n'y a même pas face au risque de déficit alimentaire dans lequel nous sommes. Parce qu'il y a les déplacés internes à gérer, il y a la réalité aussi à faire face du quotidien du Burkinabé. Donc, je dis, on ne peut pas continuer. Il faut apprendre à maîtriser l'eau. On a l'ancien ministre de l'eau, Sabné Kwanda, qui est là, qui est très calé dans ces questions, sur ces questions, et qui vous dit que même à l'échelle ménage, vous pouvez stocker l'eau de pluie toute l'année, ça ne va pas finir jusqu'à la prochaine saison. Ces messieurs-là sont là. Comment est-ce qu'on exploite tout ce génie-là, qui ne passe leur temps qu'à de consultations internationales parce qu'à l'intérieur,
il n'intéresse personne. Il y a ces gens-là qui sont là au Burkina, qui a géré Sourou, qui a géré Bagré, mais quand monsieur vous parle de l'eau, ça ne vous laisse pas lire. Mais on a fait quoi de cette expertise locale? Rien. Donc, pluie ou pas pluie, tant que nous n'allons pas maîtriser l'eau et que nous allons attendre la pluie dans ce contexte de changement climatique, nous ne pourrons pas nous en sortir. Quand il y a de l'eau, vous pouvez mettre toutes les spéculations que vous voulez mettre pour que la terre puisse être adaptée. Et même ces choses-là, aujourd'hui, sont possibles à adapter au type de sol. Donc, maîtrisons l'eau et on réglera beaucoup de problèmes. Ce n'est pas d'abord une question de mécanisation, de semences améliorées. Oui, mais ce n'est pas ça d'abord. Si la semence produit au bout de 15 jours et que vous avez 9 jours de pluie, vous faites quoi? Ce n'est pas seulement la semence qu'il faut améliorer. Il y a l'eau également qu'il faut maîtriser parce que la semence va dépendre également de l'eau qui va accompagner. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Ça sonne comme un coup de gueule parce que moi, je pense qu'il faut se réveiller pour maîtriser l'eau et régler une bonne partie en attendant les mécanisations, semences améliorées. Merci, Juge Bourgma. Juge Va. Oui, merci Président. Hier, on a vu beaucoup de nominations et on a vu que donc, le président Roch-Kaboré a procédé donc, à de nouvelles nominations au niveau des forces armées et de gendarmerie. Désormais, donc, on a par exemple Gilbert Ouedraogo qui prend les commandes et remplace à la tête des forces armées donc le général Moïse Minungou. Et puis à la gendarmerie nationale, c'est le colonel le major Omer Bambara qui prend lui les rênes de l'état-major. Si on se rappelle très bien, je pense que lui, il avait déjà assumé l'intérim après, c'était en 2011, après les mutineries qu'on avait eues et tout. Moi, ça me rappelle, quand je regarde un peu dans le rétroviseur, le discours du président du Faso, sa sortie après Solane. Il avait promis de revoir la stratégie, il avait promis de revoir en profondeur beaucoup de choses. Maintenant, vous savez, en la matière, on veut les choses ici et maintenant, surtout dans la douleur et dans l'émotion dans laquelle on est. Mais il mérite plus que jamais son qualificatif de diesel, mais ça prend son temps, mais ce qu'il voit dans sa ligne de mire, il le fait, il l'applique. Il y a eu des changements, on a eu un temps au niveau du gouvernement, notamment des postes clés en termes de réponse qui ont été décriés. Je parlais de sécurité, défense, tout ça a été revu. Aujourd'hui, c'est au sein même de notre armée que, on va dire, on ne change pas les stratégies sans changer aussi quelquefois les hommes parce que les visions, ce sont ces hommes-là qui les portent et qui les exécutent. Et ça, on est en train d'en voir donc la claire mesure maintenant. Maintenant, on espère que ça va porter les fruits qui sont attendus. C'est ça qui est le plus important ici et qu'on pleurera moins, même si on sait que en matière de terrorisme, ce n'est pas une guerre qui se gagne de façon datée parce que la menace est le quotidienne. Merci, Juge Va. Merci aussi à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Je le rappelais en début d'émission, notre convoqué du jour est le professeur Joseph Paré. Il est ancien ministre de l'enseignement supérieur. Il est également membre du comité de rédaction du document de base sur les assises nationales sur l'éducation. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. Alors, je l'ai dit, jeter les bases d'une nouvelle école démocratique, inclusive et de qualité, c'est ce qui est attendu au sortir des assises nationales. Et le document que vous avez produit, en tout cas le comité dont vous êtes membre, va servir de fil conducteur pour les travaux. Peut-être avant de rentrer dans le fond, parlez-nous un peu du comité et des membres. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation qui m'est faite pour parler du document de base des assises nationales. Donc je pense que je m'exprime au nom de l'ensemble de tous ceux qui ont été chargés par le ministère de la rédaction de ce document. La structure est composée d'à peu près une quarantaine à une cinquantaine de personnes, essentiellement des responsables au niveau du ministère de l'éducation nationale et de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et des langues nationales. Et il y a également un certain nombre de personnes ressources à qui on a fait recours. Je citerai en premier lieu le président Mélégué, qui fut un ministre de l'enseignement supérieur à une certaine époque. Je citerai Madame Odile Bonkungu, qui fut ministre de l'Éducation nationale. Je citerai le professeur Zakaria Temtore, qui fut le ministre délégué à un certain moment donné. Donc, voici un peu un certain nombre de personnes ressources qui ont été appelées pour travailler de concert avec un certain nombre de techniciens du ministère. Je dois rappeler également que dans ce comité,
on a fait appel à des anciens responsables du ministère qui sont soit à la retraite ou qui mènent d'autres activités. Des anciens secrétaires généraux ont été inclus dans ce processus. Il y a certains qui sont dans d'autres activités, par exemple à l'Assemblée nationale, qui sont députés en ce moment, mais qui ont eu à exercer des fonctions au niveau du ministère. Donc voilà un peu comment cela a été constitué. Et au regard des compétences et des aptitudes de tout un chacun, nous avons été intégrés dans 5 groupes de travail pour traiter de 12 thématiques. Et dans chacun de ces groupes de travail, il y avait un responsable. Moi, j'étais responsable d'un groupe, le président Mélégué d'un autre, le ministre Touré, Mme Odile Bankou, tout ça. Nous avons travaillé dans ce contexte-là. Et c'est dans ce contexte que nous sommes retrouvés d'abord à Koudougou pour réfléchir pendant près d'une dizaine de jours sur la première ossature du document. Une fois que cette première ossature a été obtenue, nous nous sommes rendus à Bobo pendant une semaine et nous avons travaillé également pour affiner et intégrer un certain nombre d'amendements qui avaient été indiqués à la suite de certaines rencontres au niveau national. Donc voilà en gros comment tout ça s'est mis en place et comment on a pu faire appel à un certain nombre de personnes ressources. Peut-être les raisons qui ont conduit à intégrer ces personnes-là ne sont pas à mon niveau, mais je pense que c'est peut-être parce qu'ils pouvaient apporter quelque chose. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est rendre compte de ce travail que nous avons fait en commun, de façon collégiale. D'accord, vous avez parlé un peu des personnes ressources qui composent aujourd'hui ce comité-là. Vous avez cité des anciens ministres en charge de l'enseignement supérieur et aussi de l'éducation nationale. Pour beaucoup qui parlent de postes ministériels, parlent aussi de postes politiques. Et mettre des anciens ministres en avant, c'est aussi peut-être créer des suspicions sur ce qui est attendu au sortir de ces travaux-là. Est-ce que vous partagez ces craintes soulevées par certaines personnes? C'est tout à fait normal que les gens aient ce genre d'a priori. Mais ce qui importe ici, est-ce que le document de base reflète suffisamment les préoccupations ou les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui au niveau du système éducatif, notamment au niveau de l'enseignement de base? C'est ça qui est l'enjeu essentiel. Maintenant, que ce soit X ou Y qui l'ait fait, il faut que nous puissions regarder le travail qui a été fait en toute objectivité, peut-être indiquer les insuffisances que cela peut avoir et également montrer qu'est-ce qui peut être apporté davantage. Je dois vous dire que pendant tout le temps où nous avons travaillé ensemble, il n'est venu à l'esprit de personne la question politique, l'appartenance à un groupe politique. Nous avons travaillé comme des experts. Donc c'est vraiment de façon objective, en mettant de côté tout ce qui relève d'une certaine subjectivité, que nous avons travaillé. Donc voilà. Juge Bougma. Voilà, effectivement, il y a ce groupe-là qui a travaillé. Alors, c'est de savoir également sur quelle méthodologie, sur quels grands axes vous avez travaillé. Avant de partir, il y a eu un TDR qui a été élaboré par le ministère et qui fixait les grandes lignes du document qu'ils souhaitaient avoir. Et sur la base de ce TDR, nous avaient été également précisées les thématiques qui devraient faire l'objet de discussions. À ces thématiques, nous avons pensé qu'il était bon d'ajouter certains autres points. Et ces autres points ont été ajoutés dans les différentes sous-commissions qui ont travaillé. Et je dois dire que de façon générale, à partir des TDR qui nous ont été donnés, nous sommes mis à l'œuvre et nous avons produit le document qui est aujourd'hui, qui a fait l'objet de débats au mois d'août, qui a été amendé, des amendements qui ont été introduits, et c'est ça qui a donné ce document pour les assises. D'accord. Juge Va. Moi, je voulais qu'on rentre même déjà dans le fond du sujet. Oui. Et quels sont les grands points? Parce que vous disiez tout à l'heure, vous êtes repartis en groupe, on comprend que c'est des grandes thématiques. Quelles ont été ces grandes thématiques-là et puis comment les débats ont évolué?
Bon, de façon schématique, je ne peux pas peut-être évoquer de façon précise tous les points, mais je dois vous dire que, de mémoire, je peux vous citer un certain nombre de questions qui ont été abordées. Il y a la question de la mise en œuvre de l'accord avec les organisations syndicales au niveau du ministère, qui a fait l'objet de nos réflexions. Il y a également la question de la gouvernance qui a fait l'objet de nos réflexions, la question de la gratuité qui a fait l'objet de nos réflexions, la question curriculaire qui a fait l'objet de nos réflexions, la question des crises dans le système qui a fait l'objet de nos préoccupations, et la question de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'éducation non formelle. Toutes ces questions ont été balayées. L'objectif étant d'aborder toutes les questions qui permettraient de mettre en place, d'aller vers un système suffisamment résilient afin que nous puissions répondre à l'objectif de l'éducation qui est de mettre, comme vous l'avez dit, des citoyens à la disposition de la nation, des citoyens, et par là même de remplir ce qu'on peut appeler la double mission du système éducatif qui est à la fois l'efficacité interne et l'efficacité externe. Donc, mettre en place un système suffisamment résilient. Et lorsque nous avons commencé à travailler, nous avons d'abord fait un diagnostic. Regardé, par exemple, les textes qu'il y a. Par exemple, en 2007, il y a eu l'adoption de la nouvelle loi au mois de, je pense, le 30 juillet 2007. La nouvelle loi d'orientation de l'éducation a été adoptée. Avant ça, en 2002, il y avait eu les assises nationales. Donc, il fallait passer en revue tout cela. Et ce passage en revue nous a permis de regarder les différentes réformes qu'il y a eu et d'aller vers les questions aujourd'hui qui sont des préoccupations, qui peuvent être des préoccupations au niveau du système ou des goulots d'étranglement au niveau du système. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et après quoi, nous avons essayé de réfléchir sur les réponses qu'on pourrait apporter à chacune de ces préoccupations. La question de la gouvernance, quelle réponse apporter? Quelles réformes faut-il engager à ce niveau? Quels sont les acteurs qui doivent mener cette réforme? Et dans combien de temps? Par exemple, quelles sont les décisions qui peuvent être prises à court, à moyen ou à long terme? C'est autant d'éléments qui vont se retrouver maintenant dans ce nous avons appelé une feuille de route pour la mise en œuvre des décisions qui seront issues finalement des assises nationales. Et justement, quand on parle du moment de réflexion que vous aviez pour jeter les bases de contenu en termes de documents, il y avait un débat qui avait précédé. C'est sur la question des réformes liées à l'organisation des examens. Est-ce que, parce que vous dites il y avait des grandes lignes, vous avez intégré en tout cas ce que vous pensiez aussi aux porteurs. Est-ce que ça, c'est des débats qui vont être intégrés après ou bien vous les avez pris en compte? Non, c'est déjà intégré là-dedans. C'est déjà intégré là-dedans, les préoccupations au niveau des encadreurs, aussi bien au niveau des encadreurs que du personnel enseignant. Ce sont des questions qui sont prises en compte. Par exemple, la question enseignante aujourd'hui mérite d'être examinée. Quel est le profil que nous souhaitons que nos enseignants aient et comment les encadreurs que nous avons peuvent contribuer à donner ce profil-là d'enseignant que nous souhaitons avoir. Et à côté, pour que l'enseignant puisse travailler, il y a certaines choses qu'il faut mettre en place. Et donc tout ça, ça a été l'objet de nos réflexions qui ont été intégrées dans ce document en disant on ne peut pas aller vers un système résilient tant qu'un certain nombre de questions qui sont des questions fondamentales et qui grippent le système ne sont pas réglées. Voilà. Oui, ma question en lien avec celle de Geoffroy, c'est la réforme au niveau des examens et tout, et tout. Est-ce que c'est vrai que le ministre disait qu'il y ait eu assises ou pas? Cette question n'avait rien à voir avec les assises. Est-ce que vous avez travaillé sur ça? Nous avons évoqué la question de la réforme des examens. C'est là-dedans. C'est tout ce qui... Vraiment, nous avons travaillé en toute liberté sur les questions que nous estimions nécessaires, ou en tout cas que nous jugeons nécessaire d'intégrer. Nous avons intégré. Des questions peuvent nous échapper. Nous ne pensons pas être une éminence grise totale.
des questions peuvent nous échapper. Et c'est justement le rôle des assises de ramener aussi sur la table des discussions les points qui n'ont pas été pris en compte dans le document de base. Voilà. Justement, lorsqu'on parle de la question de la gouvernance, moi je pense que on pointe évidemment du doigt déjà celui qui est là et qui gère la façon dont il devrait mener un certain nombre d'éléments et tout. Vous avez été ministre, donc vous connaissez bien ces réalités-là. Quand on regarde la gouvernance aujourd'hui de notre éducation, quels sont les grands changements qu'on devrait apporter? Parce qu'au fond, c'est ce dont on discute aujourd'hui. Oui, vous savez, comme je l'ai toujours dit, moi j'ai appartenu à un gouvernement et lorsque vous arrivez au gouvernement, on vous donne une lettre de mission. C'est ça. J'ai travaillé selon cette lettre de mission. Certainement, je pense que le ministre actuel a eu sa lettre de mission, mais je ne voudrais pas rentrer dans ces débats-là qui ne sont pas, à mon sens, ce pourquoi nous avons été mandatés. Maintenant, en tant qu'ancien ministre, je sais que le système est toujours perfectible. Le système est toujours perfectible. Vous ne pouvez pas avoir un système éducatif qui soit au point où... Parce que le problème de l'éducation, c'est quoi? C'est que l'éducation, c'est quelque chose qui évolue de façon à être toujours en phase avec les attentes de la société. La société elle-même évoluant, il faut aussi que l'éducation puisse évoluer en même temps. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas souvent. Il y a donc un décalage qui s'opère entre cette volonté de voir l'éducation réaliser certaines choses et la pratique que nous avons. Moi, j'aime bien les cas plus concrets. Je prends un exemple simple. Oui. Une dynamique dans laquelle tout le monde est entré et qui s'impose aussi à nous et qui est dans l'ordre de l'évolution des choses. Quand on prend par exemple le LMD, on a eu tous les débats qu'il y a eu autour, on a eu des étudiants qui ont montré leurs craintes, on a eu les assurances qui ont été données au niveau de l'administration éducative et on y est allé. Bon an, mal an, quand vous allez aujourd'hui dans nos universités, il y a l'étudiant qui dit on avait prévenu qu'il fallait un minimum de conditions pour y aller. On nous les a promis, jusqu'à présent on ne les voit pas. Il y a l'encadreur qui dit, et l'administratif qui dit, c'est une obligation pour nous. On est dans un monde globalisant, on a des diplômes qu'il faut faire valider ailleurs, on a des passerelles qu'il faut faire, il y a des gens qui doivent aller ailleurs. Il faut être de son ère, il faut être de son temps, il faut être de son époque. Mais à la réalité, quand vous allez, c'est fait, mais c'est pas fait comme il se devait. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Vous avez certainement raison sur ce point, mais bon, la question du LMD n'est pas inscrite ici. Mais même si vous pensez qu'il faut parler de la réalité, ce sur quoi nous avons travaillé, ce n'est pas la question du LMD, parce que le LMD, c'est au niveau de l'enseignement supérieur. Et je pense qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il y a un processus qui est en cours qui va permettre d'examiner également cette question, puisque l'enseignement supérieur envisage l'élaboration d'un livre blanc. Donc la question de notre entrée dans le LMD, des conditions dans lesquelles cette entrée s'est faite, des insuffisances qui vont accompagner la mise en œuvre du LMD seront certainement évoquées. Je ne le nie pas, j'ai été l'un des acteurs au moment de la mise en œuvre du système LMD. Aujourd'hui, je dis, lorsque nous aurons fait le bilan, on va voir pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. Donc, je ne l'ai plus comme exemple. Je sais voilà. Que mais je dis aussi qu'on ne peut pas dire que c'est vrai. Ce qu'on voit le plus, c'est les retards, les choses. C'est vraiment ennuyeux et embêtant pour les étudiants. Pour un étudiant qui venait pour faire 3 ans quand il doit faire 6 ans. Je comprends. Je suis tout à fait d'accord avec cela, mais je crois que le ministère, ce n'est pas l'objet de ces assises. Je vais comme exemple pour dire qu'en matière de gouvernance, souvent il y a ce qu'on donne comme assurance et il y a ce qu'on a après. Aujourd'hui, même la question des examens, on a dit non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela, mais c'est ça vos craintes, faites-nous confiance, ça sera ainsi, ça sera cela. Mais après, lorsqu'on y entre, on se rend compte que les craintes
qui ont été celles données auparavant sont là. Donc même quand on fait le parallèle, j'ai parlé tout à l'heure de la question des examens et des réformes. Je veux dire que dans la gouvernance, est-ce que c'est des choses qui ont été discutées et tout? C'est des questions qui ont été discutées, des aspects qui ont été vus. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas, comme on l'a dit, on ne peut pas se focaliser sur l'enseignement de base sans tenir compte des autres niveaux d'enseignement. La gouvernance au niveau de l'enseignement de base, les décisions qui sont prises à ce niveau ont forcément un impact à un autre niveau. D'accord. Alors, professeur Barré, c'est vrai que vous l'avez dit, le processus se veut inclusif. Justement, dans la mise en place du comité, on a tenté de prendre toutes les sensibilités, en tout cas les personnes ressources qui peuvent apporter leur égard pour un changement qualitatif au niveau du système éducatif. Est-ce que les acteurs comme les syndicats ont été pris en compte? Parce que déjà, on a des observations, des critiques sur la façon dont les choses sont conduites. Est-ce qu'ils ont été effectivement intégrés ou bien il y a eu justement à ce niveau-là des petits soucis? Non, il faut peut-être préciser le rôle du comité. C'est un comité technique de rédaction d'un document. Et le ministre, les instructions qui ont été reçues, c'est que le ministre souhaitait que ce soit vraiment des gens qui ont une certaine expertise qui soient dedans. Quitte à ce que lui, après, il remette ce document officiellement aux structures syndicales qui sont les bienvenues. Parce qu'on ne peut pas discuter de ces questions-là si on tire à hu et à dia de part et d'autre. Il faut que nous puissions nous entendre avec les organisations syndicales parce que ce sont des acteurs. Et c'est pourquoi, justement, l'une des questions fondamentales qui sera discutée, c'est la mise en œuvre des protocoles d'accord qu'il y a eu avec les organisations syndicales. Où en est-on aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce qu'il faut corriger dans la mise Parce que quand on écoute certains syndicats, c'est comme si le travail est déjà fait et qu'on attendait les assises pour les réunir, comme pour venir, je dirais, légitimer des choses qui ont été déjà préparées à l'avance. Moi, je ne suis pas à mesure de vous dire ça. Moi, en tant que personne qui a contribué à la rédaction, je pense que le mandat qui m'a été donné, c'était celui de produire ce document. Maintenant, dans la mise en œuvre, il y a d'autres acteurs qui entrent en ligne de compte. Et c'est tout à fait légitime si les syndicats n'ont pas été associés, qu'ils puissent revendiquer d'être associés. Je pense que c'est tout à fait légitime parce que des questions qui seront débattues les concernent directement. Et il est important de connaître leur avis et leur position sur ces questions-là. Et donc, je pense que l'effort sera fait pour que le point de vue des syndicats puisse être pris en compte, même s'il est contraire à ce que le document propose, que ce point de vue soit évoqué et considéré comme l'expression d'un point de vue. D'accord. Juste Bouma. Oui, on a la chance d'avoir un membre qui a été ministre, mais qui est aussi enseignant. Donc, qui est dans le domaine de l'enseignement. Et donc, ici, la question du profil de l'enseignant, vous l'avez évoqué, c'est une question éminemment importante. À un moment donné, au niveau de l'enseignement des bases, la durée de la formation de l'enseignant avait été réduite à 1 an. Parce qu'avant, c'était 2 ans. La forme du concours, c'était différent. Après, la forme du concours a changé. Il avait juste 1 an, quelques mois de stage, et puis il est parti pour enseigner. Il y a eu beaucoup de critiques, effectivement. On est reparti à 2 ans, mais dans des conditions, effectivement, qu'on connaît. Bon, dans votre document, je voudrais savoir ce qui a été véritablement dit par rapport au profil de l'enseignant, parce qu'il est une pièce maîtresse dans la formation du futur Burkinabé. Non, ce que nous avons retenu, c'est que cette formation-là s'opère selon les normes que nous connaissons en matière de formation au niveau académique. Si par exemple on dit qu'une formation doit durer 2 semestres, qu'on ne ramène pas cette formation seulement à 1 semestre, que l'on tienne compte de ces 2 semestres-là, parce que si les pédagogues ont estimé qu'il faut 2 semestres pour faire ce travail, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Donc, il faut rester dans cette logique-là et je pense que
les assises reviendront là-dessus. On ne peut pas prétendre aujourd'hui dire qu'il y a un problème de niveau au niveau de l'enseignement et ne pas faire une formation qui soit solide pour ceux-là même qui doivent aller donner cette formation. C'est ce que nous avons dit. Il faut qu'ils soient à la hauteur de ce dont c'est ce qu'on attend d'eux quand ils vont aller sur le terrain. Certains demandent également le relèvement du niveau du recrutement des enseignants. Est-ce que vous vous êtes penché là-dessus? Sur la question, non, nous n'avons pas évoqué ce problème. Nous avons surtout évoqué la question nous avons évoqué ce problème, oui, si mes souvenirs sont exacts, qu'il fallait peut-être voir relever le niveau. Même parce qu'il y a des questions qui s'entrelacent. Il y a des propositions qui sont faites à un certain niveau, mais qui reviennent en réalité répondre à une question. Et je crois que la question du niveau de recrutement a été évoquée à un moment donné. Si l'autorité, parce qu'aujourd'hui les enseignants, beaucoup ont perdu l'autorité, leur autorité face aux élèves, compte tenu du vent de liberté qui souffle sur le Burkina. Oui. Comment on appelle ça? Aujourd'hui, son autorité aussi est mise à rude épreuve. Avant, l'autorité était tenue par la chicotte. La chicotte a été enlevée, mais c'est devenu compliqué de gérer certains élèves. Le fauteuil à la porte, c'est très compliqué. Le système d'évaluation, il y a un quota à ne pas faire redoubler. Vous devez justifier. Voilà. Il y a autant de questions qui aujourd'hui font débat. C'est sûr que toutes ces questions font l'objet ont fait l'objet de nos réflexions. Et nous pensons qu'avec l'ensemble de ceux qui ont participé à la rédaction de ce document, qu'il faut redonner de l'autorité à l'enseignant. Et cela passe par un travail qui est collectif. Cette autorité ne peut pas surgir comme un bâton, un phénomène magique au niveau de l'école. Si au niveau de la famille déjà, le respect de l'autorité n'existe pas, on ne peut pas demander à l'école d'être le lieu où on va élaborer cela. Donc, il y a tout un processus et il faut que, de façon générale, aussi bien au niveau de la maison, que cette autorité-là soit là. Non pas, ce n'est pas une autorité autoritaire. Tout à fait, oui. Ce n'est pas une autorité autoritaire. C'est apprendre à l'enfant à respecter un certain nombre de choses. Et ça, toutes les familles, on peut se donner les moyens de le faire. Si nous assumons nos fonctions de père, de mère et de chef de famille. Maintenant, l'école aussi va contribuer à renforcer cela. Si déjà à la maison, l'enfant est habitué à respecter l'autorité, c'est sûr qu'arrivé à l'école, il va aussi le respecter. Mais il faut aussi se dire qu'il y a une part de responsabilité au niveau des formateurs aussi. Parce que pour que l'autorité puisse effectivement exister et s'effectuer, il faut que celui qui incarne cette autorité incarne aussi un certain nombre de valeurs et de vertus. Et ça va de pair. On ne peut pas demander une autorité à la maison et de l'autre côté, celui qui doit même incarner, celui à qui on doit ce respect-là, s'il n'incarne pas un certain nombre de valeurs et d'idéaux, il est difficile de pouvoir aboutir à ce que l'on veut. Mais il y a des efforts à faire là-dessus. Il y a du travail à faire aussi à ce niveau, comme nous l'avons dit, parce que souvent, les problèmes naissent de là. Il faut aussi, certains des problèmes naissent de cette situation que vous avez évoquée. Mais pour les conditions de vie de l'enseignant, pour qu'il soit à l'aise dans la classe et puis donner le cours, qu'est-ce que vous avez demandé pour l'enseignant lui-même? Nous avons souhaité qu'il y ait des meilleures conditions de travail. Par exemple, ne serait-ce que la mise à disposition des outils de travail. Ça, c'est une nécessité. Il y a aussi la mise en place d'un cadre dans lequel il peut travailler. Quand vous êtes dans un établissement, on peut traverser ça avec n'importe quel bruit. Et puis bon, ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Il faut travailler à sécuriser le domaine Il faut travailler à faire en sorte que lorsque l'enseignant arrive, il trouve sur place un minimum de conditions qui
qui lui permettent de vivre décemment. Lorsqu'il s'agissait de lire un peu dans le document que vous avez proposé, il y avait le ministre qui disait qu'aucun sujet ne sera laissé sur le côté. Il n'y aura pas de sujet tabou. Il a même abordé la question de grossesse en milieu scolaire. C'est des choses dont vous avez discuté? C'est vrai que lors de nos débats, il n'y a pas eu de sujet tabou. Tout le monde était libre de donner son avis. C'est sûr que la question des grossesses vient aussi mettre à nu une insuffisance du système. L'insuffisance du système, mais l'insuffisance un problème au niveau social. Parce que si dans votre famille, il n'y a pas une forme de, je ne dirais pas d'autorité, mais de régulation du comportement des enfants, il est sûr que s'il n'y a pas cela, les grossesses... donc, tout le monde, il y a des responsabilités partagées. Que ce soit en famille, à l'école ou tout ça, c'est partagé. Il faut travailler en sorte que la fille qui va à l'école sache, par exemple, qu'en commettant tel acte, il y a tel risque qu'il y a derrière. Il faut aussi que la famille aussi accompagne. Il faut aussi qu'au niveau de l'enseignant, nous ayons des comportements qui soient des comportements de respect et d'autorité vis-à-vis de ce genre de situation. D'accord. Il y a une question qui revient très souvent quand on parle de la question de l'enseignement, c'est la capacité de nos États à financer eux-mêmes, je dirais, les programmes qu'on a comme au niveau de l'enseignement. Est-ce que ce document a pris en compte cet aspect-là? Parce que très souvent, on a des programmes qui doivent leur survie à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers qui ont été d'ailleurs consultés dans le cadre du processus. Est-ce qu'il y a une réflexion pour que le Burkina Faso puisse, je dirais, autofinancer son éducation? Parce que comme on le dit très souvent, la main qui donne ou la main qui prend bouge en fonction de celle qui donne. Oui. Est-ce que l'aspect financement de l'éducation a été pris en compte dans ce document? Oui, l'aspect financement a été pris en compte. On s'est dit... on veut atteindre un objectif. Cet objectif ne peut pas être atteint sans des moyens financiers importants. Mais maintenant, il faut peut-être voir comment le gouvernement va s'organiser par rapport à ça. Mais ça, ce n'est pas notre chose. Seulement, nous avons dit ces mesures-là demandent des financements. Et il faut que le gouvernement s'organise pour trouver ces financements. Et ce que vous dites, c'est tout à fait exact. On ne peut pas dire qu'on va engager des réformes si des moyens conséquents ne sont pas donnés. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à demander un quota, c'est-à-dire une part du budget pour l'éducation? C'est sûr que le souhait, c'était qu'on ait une part importante du budget qui soit accordée à l'éducation. Est-ce que vous l'avez mentionné dans le document? C'est mentionné dans le document. À combien? Ça, je ne peux pas vous le dire de prime abord, mais je sais que nous avons demandé que c'est une part importante qui dépasse ce que le principe des 30% soit dépassé et qu'on évolue vers des niveaux qui atteignent autour de 40 à 45%. Vous avez le document devant vous, vous avez ce que je demande là-dedans. Pourquoi vous ne voulez pas me dire? Non, mais moi, je ne connais pas le document par cœur. Il suffit de digiter un coup de... La rubrique est connue, le chapitre. Oui, c'est connu. C'est connu. Bon, je vous inviterai à aller regarder vous aussi. C'est pas plus compliqué. J'ai aussi une deuxième question liée à... comment on appelle ça? C'est la question de... On a l'impression qu'on a privatisé notre éducation. Il y a beaucoup de privés et des enseignants qui sont très mal payés ou parfois pas. Et pendant la période des vacances, il n'y a rien. L'enseignant se débrouille pour atteindre encore la rentrée. Et à partir du mois de mai, parfois avril, il n'y a plus de salaire. Il y a la pression sur les parents pour payer la scolarité. Mais vous voyez à côté un enseignant également ça ne va pas, qui abandonne les classes ou mais qui fait ce qu'il peut. Voilà. Donc il y a cette question d'une privatisation qui ne dit pas son nom de notre système éducatif. Et pour en finir, qu'est-ce que vous avez proposé? En ce qui concerne l'enseignement privé,
Je pense qu'il y a un volet qui est consacré pour répondre à votre question, d'abord la question du financement. Nous avons un thème intitulé « Stratégie de financement stratégie de partenariat de financement de l'éducation » qui se trouve dans le document où nous fixons un peu la part contributive de l'État. Ensuite, en ce qui concerne l'enseignement au niveau privé, effectivement, il y a une thématique qui va s'attaquer à cela. Maintenant, privatisation de l'éducation, bon, quand on regarde déjà la Constitution, on ne peut pas dire l'État a le devoir d'assurer l'éducation à chaque enfant jusqu'à un certain âge. Dans la perspective de ce qui est inscrit dans la loi d'orientation de l'éducation. Donc, à partir de ce moment, c'est vrai que nous sommes dans un pays où, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs privés qui interviennent dans le système. Il faut peut-être organiser ce milieu-là pour que les éléments que vous avez évoqués, par exemple, que les gens soient payés de façon, parce que ce sont des travailleurs. Si je travaille par exemple tant de fois, c'est pas parce que je suis en vacances que je ne devrais pas avoir un salaire. Il faut que l'État regarde un peu tout ça. Et c'est pourquoi nous avons proposé qu'il y ait la question de l'analyse du secteur privé au niveau des thèmes qui sont débattus. C'est donc dire que ces questions qui concernent l'enseignement privé vont revenir. Maintenant, la privatisation, bon, ça... Peut-être que j'abuse du terme privatisation, oui. Mais quand on regarde, oui. Il y a une disparité au niveau de la scolarité. Vous êtes dans le privé, l'enfant a fini l'année scolaire, passe en classe supérieure, pour garantir la place, vous devez payer. Parce que bon, c'est aussi un établissement, c'est une entreprise. On n'est pas sûr que vous allez revenir, on vous demande de déposer de l'argent, de garantir la place. Donc, vous payez pour ça. Donc, vous revenez pour payer pour les frais de scolarité. Et puis, après, il y a d'autres frais annexes également. Donc, à un moment donné, vous ne maîtrisez pratiquement plus les coûts. Et d'un établissement à un autre, les coûts sont différents. Alors que dans le temps au Burkina, dans l'enseignement privé, les prix étaient plafonnés. Mais aujourd'hui, le plafond a sauté. Ce n'est plus plafonné. C'est pourquoi j'ai dit privatisation, parce que maintenant, le privé, chacun fixe sa scolarité comme il veut, ses conditions comme il veut, sa rentrée comme il veut. Mais maintenant, il y a aussi, je dis bien, un État qui devrait pouvoir effectivement réguler et qui devait mettre des plafonds où des montants n'est pas dépassés. Mais là, on ne l'a plus. C'est pourquoi je parle on a l'impression que ceux qui sont dans le privé maintenant, chacun fait ce qu'il veut avec son établissement en fonction de ce qu'il a. C'est pourquoi je parle de privatisation, parce que le contrôle de l'État est moindre dans ces niveaux. Les conditions pour l'ouvrir ne sont plus respectées, parce qu'il y a des espaces où on ne devrait pas. Il y a un certain nombre de conditions à réunir, terrain de football, ceci, parce que quand c'est le primaire, quand c'est la maternelle, les conditions ne sont pas les mêmes. Quand c'est le primaire, les conditions ne sont pas les mêmes. Quand c'est le secondaire, les conditions ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est pourquoi je parle des questions de privatisation, parce que là, on a le contrôle de l'État qui n'est plus là. Non, moi je pense que ce que vous dites rejoint à peu près ce que nous avons dit dans le volet mécanisme d'encadrement de l'enseignement privé, qui se trouve à la page 80 de ce document, pour montrer que il y a au niveau de l'enseignement privé, du système du privé, le mécanisme de suivi d'encadrement n'est pas suffisant. Et qu'à ce niveau, il faudrait peut-être proposer, relire le décret même qui porte sur l'enseignement privé du 29 juillet 2010, qui réglemente l'enseignement privé au Burkina Faso. Nous avons proposé que cela se fasse et renforcer le suivi-contrôle des élèves au niveau d'acquérir des logiciels de gestion, etc. Tout ça, ce sont des mesures que nous proposons de mettre en place pour un meilleur encadrement de l'enseignement dans le privé. Pour que nous n'assistions pas à ce que vous évoquez, de ces genres de situations qui mettent à mal
Aussi bien ceux qui travaillent dans le privé que les parents qui envoient leurs enfants dans le privé. Voilà. Oui, il y a aussi quelquefois aussi des compartiments qui intéressent peut-être ceux qui nous écoutent. Je me rappelle qu'en septembre, par exemple, dernier, et le ministre Ouattara même était présent, il s'était agi de réfléchir sur un document de politique linguistique, pour ce qui est du Burkina Faso, et voir donc les langues nationales comme vecteur de développement. Et ça, il faut commencer aussi par l'intégrer dans nos circuits de formation, donc d'éducation. Vous avez parlé de curricula et tout, revoir les curricula, revoir un certain nombre d'éléments. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont pensées? Oui, nous avons également proposé qu'il y ait une stratégie de promotion des langues nationales pour renforcer la pertinence et l'efficacité du système éducatif pour la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Et même quand on revient à l'atelier dont je parlais, le problème c'est la formule, avec le nombre de langues qu'on a et tout. Ah non, mais il y a quand même au Burkina, même s'il n'y a pas une unité linguistique, il y a ce que les linguistes appellent les langues koinées, c'est-à-dire les langues largement parlées. Vous prenez un Burkinabé, il parle au moins sa langue maternelle et une autre langue, et en plus une autre langue étrangère. Donc il y a la possibilité. Par exemple, quand je suis dans une zone où c'est la langue, c'est le Djoula, le système d'écriture de la langue, les phonèmes et tout ça, sont les mêmes dans l'alphabet qui a été arrêté pour le groupe de langues de cette nature. Donc, du coup, la question qui se pose, ce n'est pas la diversité des langues. La question qui se pose, est-ce que nos langues, lorsque nous les intégrons dans le système éducatif, facilitent l'apprentissage des enfants? Je vais vous donner un exemple. Dans le système de comptage que nous avons, quand l'enfant est dans le village, on dit, va acheter une mangue, ça coûte 5 francs. Nous, on dit 5 francs. Mais dans la langue, on dit 1 franc. Donc, vous voyez, il faut amener l'enfant à partir du système qu'il a déjà intégré pour aller vers l'autre système. Mais si vous coupez subitement de l'autre système pour aller vers un système qu'il ne connaît pas, l'enfant est perdu. Donc, ce qu'il faut, c'est peut-être trouver les stratégies. C'est ça, en cela que les méthodes pédagogiques telles que l'APC ont montré leurs preuves. L'apprentissage par les compétences. C'est amener l'enfant, à partir de ce qu'il sait, à évoluer dans le savoir. Voilà un peu la philosophie qui est derrière cette forme d'apprentissage. Donc, l'intégration, et la preuve a été faite que lorsque nous commençons l'éducation des enfants par les langues, de leur langue de connaissance, maternelle, comme on dit, ces enfants-là évoluent plus facilement. Et on diminue la durée scolaire. Le père à son âme, l'ancien maire de Zignaré, qui était très lancé dans ça, a mis en place des centres de formation qui permettaient de répondre à cet objectif. Monsieur Paul Tariam Ilboudo. Monsieur Paul Tariam Ilboudo, paix à son âme, qui a énormément travaillé dans ce domaine. Mais ici, la question qui se pose maintenant, c'est la volonté d'y arriver. À l'échelle nationale. Et quelle langue prendre? Parce que sur cette question, on ne s'est pas encore entendu. Non, mais la question, c'est pas. Je dis, la question n'est pas tellement la langue. Si nous avons la volonté, nous pourrons trouver la langue qu'il faut. Parce que si vous êtes quelque part, vous parlez une langue et une autre langue. Moi, je parle le sang et je parle le djoula. Au moins, si c'est écrit en djoula ou en utilisant les principes de ça, je peux m'en sortir. Donc, mais le tout, c'est pas de pouvoir former ou écrire dans les langues. La question fondamentale qui se pose, c'est le devenir de ces langues une fois qu'on les intègre dans le système éducatif. Si j'apprends en moré et que je vais à la banque, je ne peux pas signer mon chèque en moré. Est-ce que ça... Si on m'alphabétise en moré, par exemple, il faudrait que dans nos systèmes, nous puissions intégrer ces éléments-là.
il y a très peu heureusement, il y a déjà des journaux dans les langues, mais il faut aider ces journaux à prospérer. Ça peut servir de levier d'éducation au niveau collectif de toute façon. Je pense qu'on ne peut pas se développer à partir de la langue d'autrui. On se développe à partir de sa propre langue, de sa propre culture. D'accord. Alors, le document a été élaboré, il a été remis à qui de droit. Il y a les assises au niveau régional qui ont déjà commencé, qui vont certainement jeter un coup d'œil sur ce que vous avez déjà fait comme travail préparatoire. Alors, la question que peut-être j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la suite de ce comité de rédaction-là, où une fois le document bouclé, le travail est fini? Je dois vous dire que nous, notre travail est fini. En réalité, notre travail est fini au moment où nous avons remis le document. Mais le ministre a souhaité qu'en tant que personne aux ressources, on puisse accompagner le processus, sans pour autant interagir de telle sorte à empêcher les débats ou les discussions qui se mènent. On peut être là, par exemple, lors des assises régionales, pour apporter des éclairages sur tel ou tel aspect. Pourquoi on a dit cela, pourquoi on a écrit ceci, on peut le faire parce que quelquefois on a besoin de mieux comprendre les conditions qui ont amené à utiliser ceci ou cela. Mais il faut encore une fois préciser que de ce point de vue-là, notre travail finissait à partir du moment où nous avons remis le document. Nous attendons maintenant qu'il y ait peut-être une autre décision qui dise, bon voilà, vous allez accompagner le processus jusqu'à tel niveau. Sinon, ça a été dit verbalement, mais il n'y a aucun document officiel qui l'ait dit. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. Chaque juge aura 1 minute pour soit faire une observation ou poser une dernière question à notre convoqué du jour. On commence avec le juge Bougma. Oui, en tout cas, pour notre système éducatif, face aux enjeux actuels et aux défis actuels, il y a un travail de fond à faire pour que nous puissions nous adapter. Et puis, bon, voilà. Maintenant, je pense aussi que l'épineuse question, c'est la valorisation de la fonction de l'enseignant, pouvoir lui conférer son autorité, faire en sorte que l'enseignant vive dignement pour dispenser les cours de façon facile, mais aussi recadrer, comment on appelle ça, l'intervention du privé qui est bien, qui a permis de faire bouger les lignes, mais il y a quand même un effort à faire en termes d'encadrement. L'autre défi qui nous reste, c'est aussi l'appropriation, l'apprentissage par les langues nationales. Maintenant, pourquoi? C'est effectivement, le professeur a évoqué le docteur Paul Talia Milboudo, qui parlait de, comment on appelle ça, de l'éducation fonctionnelle. C'est-à-dire, on apprend pour ceci. Donc, pour terminer rapidement, comme j'ai 1 minute, en exemple, vous payez, comment on appelle ça, un animal pour élever. Chaque jour, vous notez, quand vous payez de la nourriture pour l'animal, si c'est pour ses soins, pour voir à la fin, ce bœuf-là que vous avez entretenu et vendu vous a rapporté combien. Donc, avec un bout de papier, beaucoup de paysans sont arrivés effectivement à faire ce travail-là sur la base des langues nationales. Et puis, ça marchait. Effectivement, là, c'était un cas école qu'il a laissé. Donc, aujourd'hui, on apprendra nos langues nationales. Mais pourquoi? Parce qu'après, il faut que ça serve en banque. Après, il faut que ça serve pour les autres formalités administratives. Ça, c'est un pas effectivement important. Intégrer, oui, mais réfléchir aussi à l'usage qu'on en fera réellement. Pas forcément pour apprendre seulement. Donc, c'est ce que j'avais comme observation. Juge Va. Ce qu'on peut observer déjà, c'est que c'est vrai que le professeur est venu, mais il n'a pas voulu s'étendre sur un certain nombre de sujets en allant dans les détails que nous voulions, mais on a eu l'essentiel. Et ce qu'on retient, c'est qu'il y a un travail qui a été fait, il est assez ouvert. C'est pour ça aussi qu'il y a des assises. Il faudrait que des gens viennent discuter, les premiers acteurs, de ce qu'il en est, des décisions qu'ils prennent ensemble. Ce que moi je dirais, c'est que ça serait dommage que l'une des parties essentielles, c'est-à-dire le monde syndical, s'en écarte. Parce que quand on regarde, ça les concerne au premier chef. Et comme il le disait, il y a passé en revue aussi ce qui a été de l'ordre de l'acquis entre eux, de l'ordre de discussion encore en cours et de l'ordre de projection possible. Ça serait intéressant que tous les acteurs de ce secteur-là se retrouvent pour que ça marche. C'est très important. Merci, messieurs les juges. Alors, nous avons porté notre regard justement sur
le processus vers les assises nationales, le bilan d'étape et les grandes orientations du document de base qui a été produit par, en tout cas, le comité, représenté ici sur ce plateau par le professeur Joseph Paré, ancien ministre de l'enseignement supérieur et également membre du comité de rédaction du document de base des assises nationales. Merci d'être passé, professeur. Je voudrais simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que les deux juges ont dit. C'est important, notamment que ce que le juge Boukma a dit. Je suis d'accord également avec ce que l'autre juge a dit. En fait, il faut qu'on comprenne qu'on doit avancer tous ensemble. Ça ne servirait à rien de faire des assises si une partie importante, notamment le volet des syndicats n'est pas participant, parce que dans le ministère, il y a plus d'une trentaine d'organisations syndicales et c'est une force importante dont il faut tenir compte. Et je voudrais, au nom de l'ensemble de tous ceux qui ont participé à la rédaction du document, vous dire tous nos remerciements de nous avoir invités pour évoquer ce document. Et nous avons parlé en tant qu'experts et les autres questions, évidemment, sont de nature politique pour lesquelles nous n'avons pas autorité à répondre. Je vous remercie. Merci, professeur. C'est avec ces mots-là que nous allons mettre un point final à la présente convocation. Je le rappelle, vous êtes professeur Joseph Paré, ancien ministre de l'enseignement, également membre du comité de rédaction du document de base sur les assises nationales. Merci aussi, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On met un point final, mais on se donne rendez-vous demain pour la dernière convocation, pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.